bonsoir ou rebonsoir. Les choses sont-elles en train de bouger à Moscou? Ces dernières heures, on peut parler en tout cas d'un changement de climat. Il y a quelques jours encore, juste après la déconfiture russe sur le front nord, on entendait comme toutes les voix s'exprimer, comme une chape de plomb qui s'effaçait. On entendait des voix libérales qui disaient il faut baisser les armes et négocier avec les Ukrainiens. On n'y arrivera pas par la force. On entendait des voix de ce genre-là. Il y avait des pétitions pour dire Poutine doit partir. Ces voix-là, on ne les entend plus. Les durs, les nationalistes occupent l'espace, montés en puissance partout, à la télévision, sur les blogs, sur la scène publique. D'une manière générale, la radicalisation est à l'œuvre. Des appels à plonger l'Ukraine dans les ténèbres, à une politique de la terre brûlée, à raser les villes. Voilà ce qu'on entend. Alors est-ce une consigne du Kremlin? Est-ce à prendre au sérieux? Et que dire de la façon dont les plus durs dans l'entourage de Poutine sont poussés en avant, à l'image de Prigojine, l'un des fondateurs, celui qu'on pense être l'un des fondateurs. Oui, Vincent, vous dites c'est le parrain au sens mafieux du terme de la nébuleuse Wagner. De la milice Wagner, de sinistre réputation qu'on voit comme on ne l'avait jamais vu avant sur le devant de la scène. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant. Bonsoir. Bonsoir général Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Très curieux de vous avoir ce soir parce que je ne vous ai pas entendu depuis cette reconquête limitée, bien sûr, mais reconquête quand même sur le front nord de l'armée ukrainienne. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc vous nous direz ce que vous en pensez, si vous êtes optimiste ou si vous êtes plutôt très prudent. Pour y répondre également, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Lasserre. Bonsoir Isabelle. Bonsoir David. Qui connaît parfaitement la société russe, même si elle a un peu perdu son russe depuis qu'elle est revenue en France, parce que vous avez été correspondante pendant des années et des années à Moscou, reporter de guerre, et aujourd'hui éditorialiste pour les questions internationales. J'ai le plaisir d'accueillir Vincent Hugeux. Bonsoir Vincent. Bonsoir David. Grand reporter et essayiste. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Gattegno, éditorialiste politique à LCI, ancien patron des rédactions du Journal du Dimanche et de Paris Match. Bonsoir David. Alors juste avant de faire le constat et de s'interroger sur la signification de cette montée en puissance des radicaux sur la scène publique, visiblement autour de Vladimir Poutine, juste avant on guettait la première image, on guettait son visage, on guettait ses postures. Vladimir Poutine n'était plus apparu publiquement depuis dimanche. Depuis qu'on a fait le constat de cette percée ukrainienne dans le Nord, eh bien, il a fait sa première apparition publique. Alors, quels enseignements? Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Qu'a-t-on observé pour cette première apparition donc, de Vladimir Poutine depuis que les événements se sont précipités contre lui? Eh bien, ce n'était clairement pas le Vladimir Poutine des grands jours. On est plutôt habitué à le voir avec sa démarche assurée, surjouant la confiance et la virilité. Souvenez-vous, il y a quelques jours, il s'affichait même avec un faucon chasseur sur le bras. Eh bien, si on se fie aux seules images comme il aime le faire, c'est plutôt un Vladimir Poutine profil bas qui est apparu sans son air goguenard, ni sourire, ni rictus, ni dans la posture du maître de cérémonie. Alors, rappelons le cadre de cette apparition. C'était une autre première, la première sortie de Xi Jinping depuis 2 ans et demi, depuis les débuts du Covid, très attendu, lui aussi, à l'occasion de ce fameux sommet de Samarcand. On guettait également une image de poignée de main entre les deux hommes, comme pour toute rencontre entre deux homologues. Eh bien, pour le moment, il n'y en a pas eu d'officiel entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Alors justement, qu'en est-il aujourd'hui de cette alliance entre la Russie et la Chine, entre Vladimir Poutine et Xi Jinping? Va-t-elle voler à son secours? Serrions les questions. D'abord, y a-t-il une alliance militaire entre les deux pays? Eh bien non, en tout cas, il faut bien distinguer les choses. Il y a des partenariats, mais il n'y a pas d'accord en bonne et due forme. Et d'ailleurs, depuis le début de la guerre, la Chine n'a fourni aucune aide militaire directe à la Russie, comme les États-Unis ont pu en fournir à l'Ukraine. Sans doute a-t-elle fourni quelques munitions via la Corée du Nord, mais aucun soutien direct. Le seul trait d'union, ce sont effectivement des partenariats militaires, comme on l'a vu lors des derniers exercices conjoints de la semaine dernière qui étaient à Vladivostok. Mais cela s'arrête là pour le moment. Voilà. Il n'y a pas du tout d'accord de
d'assistance mutuelle, comme c'est le cas à l'OTAN. Si un pays est attaqué, bien, les autres pays de l'Alliance doivent venir à son secours. Si un pays est engagé dans une action militaire, les autres pays doivent l'assister. Ça n'est pas du tout le cas. Est-ce que la Chine soutient officiellement l'opération, la guerre lancée par Poutine contre l'Ukraine? Bien sûr, ce sujet-là, il y a eu une évolution pendant quasiment 6 mois. La Chine s'est abstenue de prendre position, condamnant seulement les sanctions internationales. Il a fallu attendre la semaine dernière pour entendre le numéro 3 chinois, Li Zhangshu, premier haut dirigeant à se rendre en Russie, pour entendre un soutien manifeste à la Russie de la part de la Chine. Écoutez. 一些重大关切问题上，中方也是对俄罗斯也是表示理解和充分的支持，针对的乌克兰问题，那么在这种情况下，俄罗斯采取认为应当采取的一些措施。 En vérité, soyons clairs, ce qui lie en premier lieu Pékin et Moscou, c'est le rejet de l'Occident, de sa culture, de ses régimes démocratiques et de sa volonté de prééminence américaine. La Chine n'a pas vraiment d'amis, elle n'a que des obligés. Oui, il y a bien un front anti-occidental, mais on n'a entendu aucune emphase entre les deux hommes. Et clairement, Xi Jinping a fait le service minimum. Écoutez. 面对世界之变、时代之变、历史之变，中方愿同俄方一道努力，体现大国担当，发挥引领作用，为变乱交织的世界注入稳定性和正能量。 Et alors, d'un mot, Justine, est-ce qu'on peut dire au moins que, d'un point de vue économique, à défaut d'un point de vue militaire, la Russie devient un partenaire de premier plan pour la Chine? Bien, pas vraiment. En réalité, la Chine est un partenaire économique majeur pour la Russie, mais l'inverse n'est pas vrai. Les importations d'hydrocarbures russes en Chine ont bondi de 56,3% en juin. Donc sans cet allié économique, eh bien, la Russie ne pourrait pas faire face aux sanctions occidentales. À l'inverse, elle n'est qu'un partenaire mineur pour la Chine qui échange, on le voit, 3 fois plus avec Washington qu'avec Moscou. Merci Justine. Je voulais d'abord vous entendre sur l'image, parce que Poutine est un homme d'image. Et très souvent, quand il apparaît, on l'a vu avec le faucon sur le bras, mais on va le voir aussi peut-être tout à l'heure, samedi dernier, c'était sa dernière apparition pour le coup, avant celle d'aujourd'hui. Regardez le Poutine qu'il était encore samedi dernier. Tout sourire, à l'aise, promenant son regard un peu sévère et un peu goguenard aussi sur les uns et les autres. Alors là, c'était le maître de cérémonie, mais au-delà, on sentait l'homme qui peut-être qu'il jouait, mais en tout cas l'homme qui affichait l'assurance. Rien de tout ça, donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé visuellement? Oui, visuellement, on voit qu'il a beaucoup de choses sur les épaules, j'allais dire, avec le revers sur le terrain, c'est évident, avec la montée des extrêmes autour du Kremlin, et donc il a fort à faire. Des bruits ont couru ce matin sur un attentat qu'il aurait subi lors d'un déplacement, etc. Enfin, je veux dire, que ce soit vrai ou pas, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur sa position, mais peut-être même sur les oppositions qui pourraient agir contre lui, de manière violente ou pas violente. Mais en tout cas, c'est certain que le revers sur le terrain, pour lui, est absolument flagrant. Mais aussi, je le répète, en politique intérieure russe, il semble assez mal parti, avec le courant extrémiste, nationaliste, qui semble emporter la donne par rapport à sa position à lui. Alors on viendra en détail tout à l'heure sur ces voix qui montent autour de lui, et notamment ces voix nationalistes. Simplement sur l'effet visuel, on attendait cette première apparition, Isabelle. Qu'en est-il pour vous? Moi, ce que je vois sur ces images, c'est que Xi Jinping, c'est le patron, en fait, pour Vladimir Poutine. Et autant vis-à-vis de l'Union européenne, Poutine se sent en position de supériorité parce que les Européens ont peur, parce que ces tentatives de diviser l'Union européenne, de faire des ingérences dans les élections ont toujours plus ou moins fonctionné. Autant vis-à-vis de la Chine, là, il est en position
de demandeurs. Or, il y a en fait un problème fondamental entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, c'est que certes, ils sont tous les deux, ils se regroupent sur leur volonté de lutter contre les États-Unis, de lutter contre l'Occident et de briser ce monde unipolaire, enfin de refaire un monde unipolaire dans lequel la Russie et la Chine prendront le dessus, avec d'ailleurs leur modèle politique, mais ils ne sont pas d'accord sur les méthodes de changer ce monde. C'est-à-dire que Vladimir Poutine est un destructeur. Derrière toutes ces actions se profile le chaos et l'anarchie. Donc il détruit l'ordre international sans créer de stabilité. C'est très intéressant parce que dans les mots de Xi Jinping, il parle justement de stabilité et d'esprit positif. Xi Jinping veut changer l'ordre international, mais il ne veut pas le détruire complètement. C'est-à-dire qu'il déteste l'idée d'un monde complètement chaotique et complètement détruit. Donc là-dessus, c'est vrai qu'ils sont absolument pas d'accord. Et donc, Vladimir Poutine lui demande un soutien plus fort. Bon, quand même, on résume quand même, la Chine soutient l'agression russe en Ukraine, de manière non seulement pas tacite, le cas pendant des mois et des mois. Il y a une évolution. Si, parce que qui ne dit mot consent, mais là, il y a une évolution. Mais il ne livre pas d'armes. Et on sent Xi Jinping un petit peu embarrassé, parce que c'est une espèce de trublion destructeur qui promet au monde un désordre qui sera en fait néfaste à la Chine, à la fois au niveau économique, parce que la Chine a besoin quand même d'un monde un peu stable économiquement pour continuer sa progression et dépasser les États-Unis au niveau de la puissance mondiale, et aussi un ordre quand même politique. La Chine veut changer, mais dans l'ordre. Donc, Poutine, qu'on a vu, enfin, en tout cas en apparence, diminuer, qu'on a vu largement sans sa superbe qu'il affichait encore ces derniers jours, Poutine ne peut pas vraiment compter sur la Chine pour le tirer d'affaire au cas où cette contre-offensive ukrainienne se poursuivrait et où il tenterait par exemple une escalade. Ce langage gestuel, c'est la traduction de l'exacerbation de la dissymétrie entre, non pas le maître et l'esclave, pour reprendre une dialectique connue, mais entre le dominant et le dominé. On a souvent dit ici, et à mon sens à juste titre, que la Russie idéale de Xi Jinping était un allié dépendant et affaibli, avec tous les effets d'aubaine dont peut bénéficier Pékin en termes d'importation, notamment matières premières, énergie, exportation, par exemple des composants dont la Russie a beaucoup besoin. Ce qui me frappe, mais de manière spectaculaire, dans le langage corporel du Poutine qu'on vient de voir, c'est que, grosso modo, on avait l'habitude de la statue du commandeur, et là, il adopte la stature du quémandeur. Il y a celui qui implore le Jolie grand formule. Je reprends l'image d'Isabelle à l'instant. Il implore le maître de consentir à lui faire quelques bontés. Il y a un point sur lequel je souhaite insister qui est passé quasiment inaperçu. Xi Jinping, on l'a dit ô combien, n'était pas sorti du territoire chinois depuis 2020. Bien, où est-ce qu'il s'arrête? Sa première escale, c'est pas Moscou, c'est même pas Samarcande, c'est le Kazakhstan. Or, le Kazakhstan fait partie de ces pays, États d'Asie centrale, ex-république soviétique, qui ont pris leur distance par rapport à l'agression militaire. Et que dit-il? C'est formidable. Que dit-il quand il est reçu par le président kazakh? Il parle de la nécessité de soutenir la souveraineté de ce pays, son indépendance nationale et son intégrité territoriale. Mais qui les menace? Donc, si vous voulez, même en termes de choix, je dirais, protocolaires, c'est quasiment une humiliation. On adore ce concept chez les poutinolâtres. Donc, je veux dire, il y a aussi quelque chose qui dit la dissymétrie, ce que Justine expliquait en termes de faits, mais même dans le verbe. Elle le disait, son propos est ultra minimaliste. Moi, j'imagine un Poutine rongeant son frein en disant « Mais est-ce qu'il va sortir de cette retenue et puis afficher d'une manière plus ostensible le soutien ?» On dit même que la Russie, pardon de nous interrompre, aurait un peu insisté pour que Xi Jinping se déplace à Vladivostok, où avaient lieu ces fameuses manœuvres de pays d'Asie, la Chine, l'Inde, la Russie, et que Xi Jinping n'est pas allé. Mais est-ce que ça veut dire, et pardon là pour le prolongement du coup, mais de notre point de vue à nous, occidentaux, défenseurs de régimes libéraux et démocratiques, que ce front Chine-Russie n'est pas forcément si terrible que ça, ou en tout cas disons que la Russie, le rapprochement qu'elle voudrait faire avec la Chine,
ne doit pas forcément nous inquiéter. La Chine, c'est une autre histoire. Mais ce front n'est pas forcément aussi terrible qu'on peut l'imaginer. On ne peut pas retomber dans les deux blocs. Hervé. On a connu un monde divisé en deux blocs. Et donc, quand on voit ces images, à certains égards, ça rappelle des très vieux souvenirs. Et aussitôt, on se rend compte qu'on n'est plus dans cette situation-là. Pourquoi ? Parce que l'acteur principal de ce bloc-là, si c'en est un, c'est la Chine. Hein. Là encore, langage corporel, on voit un peu... Alors, je ne sais pas si c'est l'effet de la sélection de vos images, mais on voit souvent Poutine la tête baissée. Et moi, ce qui me frappe toujours chez Xi Jinping, c'est cette espèce de sourire d'incroyable sérénité qu'il affiche. C'est lui l'homme serein et Vladimir Poutine est manifestement l'homme inquiet. Et donc, au fond, dans cette rencontre internationale où chacun vient apporter et demander ce qu'il a à apporter et à demander, eh bien, le cadeau que la Chine fait à Vladimir Poutine, c'est de montrer à la planète entière qu'il n'est pas complètement isolé. Il n'est pas tout seul. Donc, la Chine, et c'est pas rien, la Chine est avec lui. Mais à l'inverse, en effet, Vladimir Poutine, lui, le cadeau extraordinaire qu'il fait à Xi Jinping, c'est qu'au fond, il l'intronise, il le couronne devant nous tous comme le vrai dominant, le vrai empereur de cette partie-là, de ce bloc-là, si c'en est un. Et donc, ce cadeau-là, en effet, enfin, ces cadeaux-là, ils sont complètement déséquilibrés. Comme disait Vincent, là, il y a une dissymétrie énorme entre les deux. Et nous, Européens, quand on voit ça, il y a une chose qui peut nous rassurer si on fait appel à notre raison et non plus seulement regarder les images, c'est que la Chine a quand même énormément besoin de l'Occident pour être la Chine. Pour être une immense puissance comme elle l'est, elle a besoin du marché occidental. Notre petit graphique tout à l'heure montrait ses liens avec l'Amérique, mais il y a aussi ses liens avec l'Europe. Si demain, la Chine se met à l'écart du grand marché qu'est le monde, en n'ayant plus de liens avec l'Amérique et plus de liens avec l'Europe, et notamment de liens économiques et commerciaux, la Chine n'est plus cette grande puissance. Et donc ça, en effet, c'est plutôt de nature à nous rassurer un peu. Je précise qu'on n'a pas beaucoup d'images qui nous arrivent de Samarcande et qu'on a mis toutes les images. Donc en fait, il n'y a pas de sélection. Et effectivement, il a beaucoup la tête baissée. Il a beaucoup la tête baissée. Il n'a pas du tout la même mine que samedi dernier. Isabelle, alors, donc finalement, cette menace... Je pense au contraire qu'on doit tout à fait s'inquiéter. Non seulement de cette amitié sans limite, qui n'est pas une alliance sans limite entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, mais parce que en fait, il n'y a pas que ces deux hommes s'agrègent à cette alliance anti-occidentale qui veut projeter un modèle antidémocratique et autocratique dans le monde. Des pays comme l'Iran, des pays comme la Turquie. On rajoute à ça que finalement les deux tiers... La Turquie fait quand même partie de l'OTAN. Oui, mais la Turquie est ambiguë. Elle est ambiguë. Elle est quand même autocrate et parce que Vladimir Poutine et Xi Jinping, c'est les deux dictateurs, ont des relations avec leurs alliés beaucoup plus fines que les nôtres, en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'entendre sur des sujets et être en désaccord sur d'autres. Mais il y a quand même, rappelons-le, les deux tiers du monde entier qui soutient Vladimir Poutine de manière tacite ou carrément enthousiaste pour différentes raisons politiques, économiques, des livraisons militaires ou tout simplement pour l'opposition aux États-Unis. Et aujourd'hui, quand même, on est quand même dans un moment où la démocratie est en train de régresser. Il n'y a jamais eu aussi peu de régimes démocratiques dans le monde et je pense qu'il y a une véritable lutte aujourd'hui entre deux modèles, donc entre deux blocs. Le bloc des démocraties avec bien entendu des exceptions. L'Inde, par exemple, est une démocratie et elle soutient Vladimir Poutine. Donc évidemment, on ne peut pas généraliser à 100%. Donc ce bloc des démocraties et ce bloc des autocrates qui défie l'Occident et qui veut que le monde fonctionne complètement différemment. Le monde qui fonctionne complètement différemment, pour nous, attention, ça peut vouloir dire à terme une réforme totale du Conseil de sécurité, la fin des organisations internationales telles qu'elles sont aujourd'hui parce qu'elles ne fonctionnent plus, qu'elles sont bloquées justement par les vétos de ces pays, et un monde totalement nouveau dans lequel l'Occident serait marginalisé, ou en tout cas n'aurait plus la prégnance et la domination, ou en tout cas le rôle et la responsabilité qu'il avait jusque-là. Donc je pense qu'on peut s'inquiéter au contraire. Regardez, ce sont des images qui viennent de nous arriver. Là, Vladimir Poutine, il est avec le président iranien. Ebrahim Raïssi. Qui assiste lui aussi à ce sommet. Mais là, il y a une poignée de main. Là, il y a une poignée de main et il y a une attitude un peu différente. Donc peut-être que cette attitude particulière qu'il avait était liée effectivement à son rapport
à cette hiérarchie qu'il y a désormais clairement avec la Chine. Oui, mais pour reprendre ce que disait Isabelle à l'instant, le chef de ce bloc, c'est la Chine, en clair. Le chef de ce bloc, c'est la Chine, qui va utiliser aujourd'hui le combat mené en Ukraine entre les États-Unis et la Russie, parce que tant que les États-Unis sont empêtrés dans ce combat, ça arrange la Chine d'une certaine façon. Parce que la Chine, son problème, même si les rapports commerciaux avec les États-Unis, avec l'Europe, vous avez raison de le souligner, sont essentiels pour eux, le problème de sa domination en Asie, en particulier sur Taïwan, l'oppose aux États-Unis. Mais tant que les États-Unis sont en train de se battre en Europe, en appuyant l'Ukraine face à la Russie, ça l'arrange. Donc, elle reste bien le patron de cette... Ça renforce le leadership américain en même temps dans le monde occidental. Non, mais bien sûr, ça renforce. Mais aujourd'hui, la Chine qui s'oppose aux États-Unis, même si, de toute façon, les Européens n'auraient pas été alliés avec la Chine. Donc, ça, si vous voulez, ce n'est pas vraiment un sujet. Mais en tout cas, ça permet de poser la Chine comme le leader de cette coalition anti-américaine. Et nous, ce qui est un peu vexant, c'est qu'on a l'air d'être un peu escamoté, parce que quand vous entendez ce que disent et les Russes et les Chinois, ils parlent de l'adversaire américain. Ils ne veulent pas d'un monde unilatéral dominé par les Américains, et ils ne disent même pas l'Occident. Donc, a fortiori, pas l'Europe. Ils nous traitent comme quantité négligeable. Espérons qu'on ne l'est pas.